socialisme est le principal régime politique, mais on a bien vu que ce soit au Mexique où de 1997 à 2012, il n'y avait quasiment aucune réforme d'ampleur menée, où on l'a vu plus récemment au Brésil, où Dilma Rousseff a été destituée par une majorité qui ne faisait plus confiance en elle. On voit bien que la question de cette relation entre le gouvernement, entre les présidents et les parlementaires est de plus en plus explosive. Et on voit bien qu'il y a aussi un autre contexte politique aujourd'hui, qui n'existait pas peut-être il y a une dizaine d'années, c'est cette multiplication des tensions sociales auxquelles Carlos Ominami a fait allusion au Chili, mais qui existent plus ou moins partout dans la région, et surtout cette accumulation d'une triple crise politique, sociale, mais aussi économique, et qui exige de la part des sociétés des réponses de plus en plus rapides de la part des gouvernements, et surtout cette très grande défiance de la part de la société vis-à-vis de leurs élites politiques et économiques. Le cas du Chili, de ce point de vue-là, est assez, de mon point de vue, assez intéressant, puisque, ce que disent les sondages, c'est l'hypothèse la plus probable. Il n'est pas sûr que Morena obtienne la majorité des voix à l'Assemblée, et surtout, il y aura, entre le moment où il sera élu et le moment où il prendra ses fonctions en tant que président, 5 mois 5 mois, en tout cas, où il y aura deux présidents, un président qui partira et un président qui arrivera, dans un contexte aussi d'élections intermédiaires aux États-Unis qui s'annonce compliqué pour le président Trump. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas exclure qu'il y ait des réactions tant de l'opposition mexicaine qui ne se sentira pas représentée par cette victoire électorale, parce que, étant donné qu'il s'agit d'une élection à un tour, il sera très improbable, et en tout cas l'histoire électorale du Mexique le montre, les présidents mexicains sont élus avec entre 40 et 35% des voix, donc ça crée des présidents qui sont minoritaires vis-à-vis de l'opinion. Et donc il y aura, pendant ces 5 mois de mon point de vue, si López Obrador, en tout cas, si les choses restent comme elles le sont aujourd'hui, une tension, tant sur le plan de la politique intérieure que dans la relation bilatérale avec les États-Unis. Et donc là encore se posera la question de la construction de ces majorités. Moi je pense que s'il y a certes donc, cette alternance, il y a ces doutes, et donc de ce point de vue-là, la question de la réforme de l'État, parce que c'est une question à laquelle aussi faisait allusion Carlos Ominami dans son exposé, je pense que s'il y a bien un élément nouveau dans ce cycle électoral, qu'on n'avait pas vu dans les cycles électoraux de 2005-2006 ou de 2009-2011, c'est la libéralisation d'une expression conservatrice sur le plan des mœurs et un renouveau de ce recours à la religion et aux mœurs pour pouvoir vaincre les élections. Je pense que ce qui s'est passé au Costa Rica, par exemple, est de ce point de vue-là très révélateur. Par rapport aux questions civiles et militaires en Amérique latine. Alors je parle devant l'auteur d'un livre, L'État militaire en Amérique latine. Je pense que depuis la situation a bien changé, encore que vous avez fait allusion justement à la participation toujours plus accrue des militaires dans des fonctions qui ne leur correspondent pas par nature, parce que au Mexique, en tout cas depuis 2006-2007, il y a eu un changement de nature dans la politique de lutte contre le crime organisé, et surtout ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu par l'armée l'adoption de politiques de lutte contre le crime organisé, donc des fonctions de police, et on pourrait dire que 12 ans plus tard, cela a contribué à aggraver, ou en tout cas à renforcer la porosité entre le crime organisé et les corps militaires. Un corps militaire qui aussi
du fait de cette exposition, a aussi subi les conséquences sur le plan de son personnel et de son équipement, parce que cela a eu un impact fort sur le fait que les militaires, qui étaient normalement dans leur caserne, sont rentrés de plein pied dans la vie active, c'est-à-dire qu'ils sont dans les rues, dans les quartiers, et cela a changé en fait la nature de l'armée, une armée qui est beaucoup plus présente donc politiquement sur le terrain, et donc cela a eu des conséquences. Vous avez évoqué le fait que l'armée mexicaine est une armée légaliste. En effet, d'ailleurs même lorsqu'il y a eu une tentative de destituer, en tout cas sur le plan administratif, le maire de la ville de Mexico, un général haut gradé avait même publiquement exprimé ses réserves vis-à-vis de cette possible destitution, donc d'une éventuelle non-participation du maire. Cela étant dit, aujourd'hui, la question elle se pose dans une autre manière, dans le sens où aujourd'hui, la participation de l'armée dans ces actions de police, c'est aussi traduite par une multiplication aussi des violations des droits de l'homme, parce que ces militaires ne sont pas formés pour mener ces actions de police. Et aujourd'hui, le gouvernement en place a tenté de voter une loi qui permettrait justement de donner une autonomie, une amnistie, à ces corps militaires, ce qui provoque un très grand débat, et ce qui va continuer de provoquer un débat au Mexique. Et on le voit que cette question de l'utilisation de l'armée pour des questions de police, elle se pose non seulement au Mexique, mais de manière générale en Amérique latine. On le voit encore une fois au Brésil. Aujourd'hui, le président Michel Temer a fait une intervention sur les corps de police civile et militaire dans l'état de Rio de Janeiro. Il essaie d'en faire la marque de la fin de son mandat pour retrouver une initiative politique, mais là, une fois encore, un des principaux généraux de l'armée brésilienne a demandé une loi pour ne se pose pas, en tout cas pas comme elle se pouvait se poser il y a 40 ans. Il est clair que l'imbrication et, disons, le théâtre d'opération de l'armée et les compétences de fait, et tout ça dans un contexte, là encore, de violation des droits de l'homme. Et je pense que ça, c'est un des éléments principaux du débat public dans cette relation entre les civils et les militaires dans la région. Merci. Merci beaucoup pour avoir abordé une des grandes questions soulevées dans cette intervention. On va peut-être passer la parole à Carlos là pour revenir sur la question du cycle, la démocratie chrétienne, et du grand thème qui ont été évoqués aussi dans les échanges. Voilà. Trato de responder a algunas de las cuestiones que se han planteado. Parto por lo que decía Alain Jox. Yo creo que efectivamente los problemas de los cuales estamos hablando son finalmente problemas bastante globales. Los temas de la izquierda, los temas del progresismo, de cómo se recompone una opción de cambio en las condiciones del mundo contemporáneo, son cuestiones que están planteadas hoy día en todo el mundo en términos más o menos semejantes, por lo menos en el progresismo europeo y en el progresismo latinoamericano. Creo que una dificultad que tenemos en América Latina, que hace quizás aún más complejo el cuadro, es que siempre, o por lo menos en algunos de nuestros países, nuestra referencia era europea. La referencia europea era muy importante. Hoy día, cuando uno ve también las dificultades de los grandes partidos socialistas, socialdemócratas en Europa, uno tiene que llegar a la conclusión de que la solución latinoamericana va a tener también un componente latinoamericano más fuerte, y que en conjunto, en un diálogo quizás hoy día más paralelo, más horizontal, vamos a tener que ir buscando formas de enfrentar esta globalización sin reglas, este neoliberalismo que se impone, no obstante todas sus dificultades, a escala mundial. Y desde ese punto de vista yo creo que es muy pertinente la observación que hace Alain, en el sentido de que son problemas globales, que uno lo ve con la apología que ha hecho la derecha, en el sentido de la necesidad de una mano dura. También ahí se va a plantear un tema, se va a plantear un problema, no tan generalizado, no tan grave como el problema mexicano, pero que de todas maneras un problema que tiene su complejidad. Y última observación, el tema que tiene una lista de relación con Argentina también. Porque a su vez, porque está el tema mapuche, está en Argentina y en Chile.
Y último, respecto a este tema que era el título de esta presentación, alternancia o fin de ciclo, yo creo que un tema está abierto. Es cierto, si uno analiza lo que ha ocurrido durante los últimos 2-3 años en América Latina, claramente lo que hay es una ofensiva conservadora, muy virulenta, muy fuerte. La expresión mayor fue la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, pero no la única. Creo que esperemos. Decir que no va a eso, Creo que va a haber López Obrador, creo que será un gobierno de López Obrador, habrá algunas chances de competitividad entre Anaya y López Obrador, son temas sobre los cuales habrá que ver, pero en todo caso no va el gobierno del PRI, y eso podría ser una buena noticia. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la elección en Colombia, que es también una elección que está abierta, donde hay un candidato moderado, de izquierda.